Bonjour tout le monde. En fait, la présentation que j'ai préparée ici, c'est vraiment, je m'intéresse à l'après-vie des œuvres d'art numériques. Donc, vraiment, j'ai une posture qui est peut-être un peu plus pessimiste que d'autres qui sont ici. Essentiellement, je serai probablement le cancre de la journée. Je suis probablement la personne qui a les pires pratiques de conservation par rapport à sa propre production. Donc, je vais commencer ma présentation avec une histoire d'horreur. Ensuite, pour tomber sur un nouveau projet qui est en développement avec la Ville de Montréal, on essaie d'éviter toutes les bêtises qu'on a faites par le passé. Voilà. Donc, je travaille avec Simon Laroche. Nous produisons des installations des performances qui reposent sur des systèmes technologiques qui sont faits sur mesure. On s'intéresse principalement aux interactions entre les systèmes sociaux, artificiels et biologiques. Donc, souvent, le substrat de l'œuvre n'est pas nécessairement seulement dans la matière qui est là, qui est présentée, mais dans le tissu des relations qui se dressent entre les différents participants qui sont là. Les œuvres ont souvent une composante qui est une installation, mais il y a un élément qui est performatif souvent dans tous ces projets-là. Donc, pour ce qui est de la conservation des œuvres, en fait, on part vraiment souvent avec des projets qui sont problématiques. À la blague, on dit qu'on a un problème de dépendance. En fait, on se retrouve souvent à travailler avec des systèmes technologiques extrêmement complexes qui reposent sur des composantes qui sont parfois rares ou uniques. On a des œuvres qui reposent sur des interactions qui sont intersystèmes, donc on a plusieurs logiciels qui peuvent interagir entre eux pour produire une réaction. Ce sont des projets qui sont souvent hybrides. Et puis, on a une tendance à faire des trucs gigantesques, monumentaux. Alors, ça nous dessert assez régulièrement. Il faut comprendre aussi que j'opère vraiment à l'extérieur du cadre institutionnel. Donc, c'est vraiment, je dois planifier un peu la fin de la vie des œuvres ou voir comment on les maintient, comment on peut les sortir ensuite. Juste en passant comme ça, il y a un petit truc ironique. La seule fois où on nous avait demandé à notre collectif de produire des œuvres monumentales, on a fait une série de miniatures finalement. Donc ça s'est très bien conservé. Mais voilà. On va revenir à notre programme régulier. Je vais vous parler de Cinétose, qui est un projet que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ici, vous avez vu. C'est un projet qui s'est décliné sous un mode performance et un mode installation. On parle ici de 36 robots percuteurs, donc des espèces de marteaux qui déforment, qui donnent des impacts sur des plaques d'acier d'environ 4 pieds par 4 pieds. Il y en a 36, c'est suspendu au-dessus d'un public. Le tout est monté sur des moteurs à chaîne et écrase le public éventuellement à la fin de la performance. Donc le tout, bon, ça prend énormément d'espace, ça pèse 2,5 tonnes. Et puis, quand c'est en opération, c'est aussi parfois un peu dangereux. Donc, c'est vraiment, on part vraiment à quelque chose qui va être difficile un peu à gérer après pour la conservation des œuvres. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que ce n'est pas vraiment l'objectif, mais je vais plutôt vous montrer des images qu'on ne montre jamais, en fait. Donc, c'est vraiment un peu l'envers du décor. Vous voyez, bon, juste installer la pièce, on a besoin de travailler avec des grues, des grues, en tout cas, des Jenny Lift, des choses comme ça. Et une fois mise en coffre, alors voilà nos coffres avec un éclairagiste pour nous donner l'échelle humaine. C'est vraiment la pièce, une fois pactée, reprend tous ces éléments-là. On a circulé avec l'œuvre sur un circuit, dans plusieurs festivals européens. On l'a présenté à Montréal, à Québec, mais c'est une œuvre, en fait, qui prend énormément d'espace et qui est extrêmement lourde à faire tourner, à opérer, mais aussi qui est lourde à entretenir. Il y a beaucoup de pièces mobiles, vu qu'il y a des impacts. L'œuvre se dégrade, en fait, par sa propre action. Vous comprenez, c'est des marteaux. Ce n'est pas nécessairement la chose la plus délicate. Alors voilà, cette œuvre-là, là, je vais vous montrer ensuite. C'est un peu un désastre pour nous parce qu'on n'a pas du tout planifié à aucun moment, en fait, la passation de l'œuvre à quelqu'un d'autre ou on n'a pas eu de stratégie pour bien, si on veut, archiver ou conserver notre œuvre. Donc là, je vous montre là où les œuvres se cachent pour mourir. C'est finalement un garage à Saint-Léonard avec mes deux camarades ici qui ont pacté l'œuvre. Alors voilà. C'est ça qui s'est passé. Et on veut, pour moi, c'est vraiment pas une bonne manière d'aborder ces problèmes-là. Je vais peut-être rebondir un peu sur ce que Mathieu racontait. En fait, oui, nous aussi, il y a des choses qu'on dit dans le milieu, puis il y a ce qu'on fait ensuite. Et puis, je suis le premier à parler d'open source, de trucs qui sont disponibles, de standards ouverts et tout. Puis, je suis la dernière personne à le faire. Finalement, j'utilise des plateformes propriétaires, des API d'autres compagnies. C'est quelque chose qui est pas évident. Donc, voilà. Donc, finalement, Cinétose nous coûte de l'argent, mais est mort. Et on n'avait pas pris nos préarrangements funéraires. Mais là, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui s'en vient, en fait. Donc, c'est la promenade Fleuve-Montagne. C'est un concours qui est organisé par le Bureau d'art public de la Ville de Montréal. Certains vous en avez entendu parler. Mon collègue Simon Laroche et moi avons gagné le concours pour présenter cette œuvre. Et on devait opérer dans si on veut, des contraintes assez précises, en fait. Ce qu'on nous avait dit, et il fallait, grâce à l'œuvre, favoriser la marche à pied. Il fallait créer du lien social
et s'appuyer sur des technologies mobiles. Donc, c'est une œuvre qui roule sur téléphone intelligent. C'était vraiment ça qui était demandé. Et il y avait un lieu, donc on ne peut pas la présenter ailleurs. Okay? On a un lieu, donc c'est le parcours que vous voyez ici. Donc, l'œuvre ne sera en fonction que sur les téléphones intelligents des gens qui auront téléchargé l'application, évidemment. Puis ça va seulement se dérouler sur ce parcours-là. Si vous sortez de la zone, l'œuvre ne fonctionne plus. Donc, ça fait aussi, dernier paramètre, l'œuvre a une durée de vie préprogrammée, ce qui est assez rare. On s'attendrait à ce qu'un bureau d'art public soit dans des stratégies de pérennité, tout ça. Mais à cause de la nature de l'œuvre, on nous a demandé un fonctionnement de 5 ans. Alors, voilà. Donc, on commence comme ça. Bon, donc, nous, la première chose qu'on a faite quand on a développé le projet, bon, on est allé se promener là-bas, on s'est inspiré des lieux. Là, je vous parle un peu du projet pour que vous sachiez un peu c'est quoi l'œuvre. Bon, ce qu'on a vu, nous autres, c'est plutôt ça ici. Fait qu'on a développé un concept qui s'appuie sur ces choses-là. Et en fait, on a eu l'idée de cortège. Donc, un cortège, c'est quoi? Bon, c'est une manifestation sur la voie publique, bon, quel qu'en soit l'objet. En fait, cette zone-là du centre-ville, c'est là où il y a toutes les processions de tout genre, que ce soit les militaires le jour du souvenir, que ce soit les syndicats qui se promènent au centre, que ce soit on a connu les manifestations des étudiants en printemps 2012, c'est là où les gens défilent en groupe. On s'intéressait aussi beaucoup à la notion de similitantisme, on s'intéresse beaucoup aux faux groupes d'intérêt public, ce genre de choses-là, puis on s'intéresse au pilotage des foules grâce aux technologies intelligentes. Les gens qui ont participé en 2012 aux manifestations se souviennent de manifs en cours, j'imagine, donc on pouvait peut-être éviter des trappes policières ou des choses comme ça. Bon, ça, c'était vraiment quelque chose qui était très, très positif. Nous, on a décidé de retourner l'idée d'en faire quelque chose de peut-être un peu moins gentil. On parle du pilotage, en fait, des êtres humains, puis bon, on parle du dressage un peu à travers de tout ça. Donc, essentiellement, l'œuvre roule sur des téléphones intelligents. C'est une œuvre qui est principalement sonore. Donc, on ne veut pas du tout, ou presque pas, que les gens regardent l'écran. On communique par le son avec les gens. L'œuvre va envoyer des commandes, en fait, qui vont permettre... Là, ça part dessus? Oui, OK. Bon, c'est une simulation, ça n'a pas l'air de ça. On s'entend, on a tourné ça avant de commencer à travailler. Donc, essentiellement, vous voyez, bon, la personne s'est fait dire de brancher ses écouteurs et tout d'un coup, en mettant les écouteurs, elle va avoir accès au paysage sonore qui est géolocalisé sur le trajet. Mais au-delà de ça, des commandes comportementales sont envoyées aux particuliers. Okay? Donc, on va dire aux gens de faire des choses à certains endroits. Là, ici, ce qu'on va voir, c'est que l'individu recherche quelque chose et va trouver un compère qui est là. Ah, c'est ça, le type qui est comme, bon, il s'est trompé, il va revenir, excusez-moi. Suspense. Hey boy, OK. C'est un petit peu long. Oui, c'est ça. Bon, vous avez compris qui était la personne qui était recherchée. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est qu'en fait, on a, là je vais avancer un peu, dans Cortège, oui, il y a la composante qui réside sur le téléphone, mais une composante qui réside sur un serveur central qui sait exactement qui est branché sur le jeu, où ils sont, quels sont leurs profils. On utilise des outils de segmentation propres au marketing électronique pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc, on repose sur ce genre de technologie-là. Et l'application, ce qu'elle essaie de faire, c'est de faire rencontrer des gens, en fait, qui ne se connaissent pas, pour leur proposer de faire des choses à deux. Okay? Ne disais pas plus loin que ce que je viens de dire, là. Il n'y a rien de grave là-dedans. Mais ultimement, on va agglutiner des gens à paquet de deux et on va éventuellement essayer de constituer une foule qui va déambuler, faire des snake march dans la ville, puis perturber un peu ce qui arrive dans les quartiers centraux, dans une certaine limite. Hein, on ne veut pas se faire arrêter non plus. Bref, bon, là, vous pouvez rendre compte qu'il y a plusieurs éléments technologiques qui sont problématiques dans un but de conservation. On roule sur des technologies, des téléphones qui emploient des technologies qui sont propriétaires nécessairement. On emploie probablement au niveau du serveur des éléments technologiques qui sont propriétaires. Je vais continuer. Bon, on parle beaucoup de technologie, mais en fait, on raconte une très vieille histoire. C'est ça qui est un peu drôle avec ce projet-là. Puis bon, voilà. Ça, c'est le problème principal. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette obligation de durée de vie de 5 ans, en fait, dans un univers où, au-delà de 3 ans, surtout dans le cas de la téléphonie mobile, il y a vraiment des changements très, très, très radicaux qui peuvent se faire. Je vais vous raconter une histoire très brève. Le développement de Retina, en fait, chez Apple pour iOS, quand Retina est sorti, ça a provoqué il y a eu une réécriture, en fait, complète de l'API graphique. Ce que ça a créé comme situation, finalement, c'est que les développeurs d'applications qui n'étaient pas
qui ne pouvaient pas fonctionner avec ce nouvel API-là ont été retirés carrément du iTunes Store. Donc, il y a des compagnies qui ont fait littéralement faillite. Les gens n'avaient pas été avisés. Apple a pris une décision, elle a annoncé de manière très surprenante. Alors là, on était dans les discussions avec la ville, on se dit, mais comment on fait pour dealer avec ça? Puis on sait ça, bon, on est arrivé avec cette boutade-là, à savoir, est-ce qu'une décision qui est prise sur un CA de ces compagnies-là, c'est l'équivalent d'un acte de Dieu? Vous connaissez probablement la notion d'acte de Dieu. Il y a une tornade, un tremblement de terre, un cas de force majeure incontrôlable qui n'est pas prévisible, en fait, fait en sorte qu'on ne peut plus faire fonctionner une œuvre, on annule un événement et tout et tout. Bon, pour nous, ce qu'on a expliqué, en fait, c'est, on a carrément... Pardon? C'est dans le contrat. Alors, on a prévu une annexe en entretien où on a carrément, on l'a écrit de manière moins rigolote en fait, mais on a expliqué qu'un changement majeur d'API nous libère, nous et la ville, de nos obligations. Bon, la réalité, c'est que c'est une clause qu'on n'a pas du tout envie d'utiliser. La réalité, c'est qu'on a des budgets qui sont prêts pour supporter un changement majeur d'API présentement dans le projet sur les 5 ans. On a mis de l'argent de côté pour ça, mais on veut être... Ça pourrait arriver 2 fois. On veut juste se protéger, en fait. Donc, il y a ça qui est problématique. Aussi, si je reviens peut-être un peu en arrière, non, pas ici, la fameuse durée de vie qui est ici, on nous a proposé, en fait, on a négocié une offre qui va exister dans réellement deux modes de fonctionnement. Donc, un mode de fonctionnement qui est dit plein et complet pendant 3 ans. Okay? Là, si je reviens encore une fois en arrière, là, je suis désolé, là, je fais un peu de va-et-vient. Vous comprenez qu'ici, quand on a en fait des activités qui sont proposées à des participants, on leur dit rencontrez-vous, allez faire tel genre de trucs, ça repose sur une scénarisation très complexe qui est en arrière. Donc, nous, on a accès, mon collègue et moi, à un back-end où on programme des micro-scénarios. C'est un peu comme si on était les maîtres du donjon là-dedans. J'ai l'impression d'avoir 12 ans encore et d'être en régression, mais on est constamment en train d'écrire des scénarios. Et puis, à cause du feedback que nous donnent nos instruments de data analytics, on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe avec les participants. Puis, en fait, on va être en scénarisation constamment pendant 3 ans. C'est ça que ça veut dire, c'est que le projet est complètement souple, puis il repose vraiment sur une action humaine qu'on va faire en continu. Bon, donc c'est ça. Là, c'est vraiment, bon, là, j'y vais avec les problèmes de ce projet-là. Donc, système non ouvert, on utilise des technologies propriétaires, notamment en data analytique. On ne pouvait pas produire ça nous-mêmes, mais avoir ces outils-là, c'est la garantie qu'on est capable de faire fonctionner le projet correctement et d'atteindre nos cibles. Donc, on n'avait pas le choix. Mode de propriété privée. Il y a des systèmes logiciels qu'on utilise pour lesquels on a des licences d'utilisation qui sont évidemment transférées à la Ville de Montréal, mais on n'est pas propriétaire du code, de tout le code qui fait rouler le projet. On est propriétaire de seulement une partie du code, celui qu'on va générer nous-mêmes de notre côté. Ultimement, bon, c'est un peu la boutade que je faisais avec Google et Apple, c'est qu'il y a une absence de collégialité dans l'orientation du développement technique. Il y a un paquet de décisions qui se prennent, pas dans un espace démocratique du tout, en fait, puis qui sont imposées à l'ensemble des utilisateurs et des développeurs, en fait. Puis c'est toujours un problème des œuvres qui dépendent, en fait, de cette filière technique-là. Oui, on aurait pu dire, on va juste travailler avec certaines distributions qui roulent sur Android, qui sont open source. Il y en a, Cyanomod, par exemple, les gens qui sont là-dedans, vous connaissez ça. Mais ce n'est pas vrai que la majorité des Montréalais roulent Cyanomod sur leur téléphone. On est obligé d'offrir un support pour Apple, nécessairement, parce que la plupart des gens ont des systèmes iOS et on veut que le plus de gens possible aient accès à l'œuvre. Alors, c'est un cas où on ne pouvait pas aller du tout vers l'option open source. C'était quelque chose qui était impossible. Voilà. Donc, puis finalement, bon, c'est ça ce que je vous expliquais un petit peu, c'est qu'on se retrouve pris dans un problème de scénarisation permanente puis d'entretien constant au niveau des mises à jour, en fait. Donc, on va avoir beaucoup de travail à faire au niveau des mises à jour. Pour toutes ces raisons, c'est assez différent de ce qui se passe avec d'autres œuvres en art public. Il y a une grosse partie du budget de production, en fait, qui n'est que consacré, malheureusement, au fait de garantir un fonctionnement optimal de l'œuvre pendant ces 3 ans-là, et éventuellement pendant les 5 ans, comme pour les 2 dernières années, ça va être un peu déprécié. Généralement, l'entretien de l'œuvre, je pense pour un bronze, ça ne serait pas du tout calculé de la même manière, ça ne pourrait pas se passer de la même façon. Donc, il y a ça qui s'est passé. Puis, ultimement, ce que j'expliquais, c'était... Donc, on a un 2 ans dans lequel l'œuvre va rouler de manière dépréciée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête de produire la nouvelle scénarisation, on arrête les mises à jour et on laisse tranquillement l'œuvre fader, en fait, et sortir du tableau. C'est ce qui a été entendu avec la Ville. Okay? Là, nous, on se dit, est-ce qu'on est tout à fait satisfait de ça?
Non, pas vraiment, mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment d'autres choix? On ne sait pas. Et là, on s'est dit, ben, on a fait toutes les erreurs possibles du monde, là, même dans le design de ce projet-là, mais en développant nos anciens projets. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire 4 choses en parallèle. Donc, c'est vraiment les stratégies qu'on veut adopter. Donc, quand on parle de méthode Walt Disney, c'est qu'on espère très naïvement qu'en conservant l'ensemble du code, l'ensemble de son scénario, l'ensemble de nos schématiques, quelqu'un va pouvoir redéployer l'œuvre ailleurs, peut-être dans une autre ville ou d'une autre façon. Mais c'est vraiment compter sur un... On va le faire, on va vraiment garder le plus de traces possible, mais on n'est pas convaincu que ça va nécessairement se passer de cette façon-là. Sinon, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va faire une captation sous la forme d'un playthrough, donc c'est une circulation dans l'œuvre. On en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est une pratique qui vient beaucoup en NetArt, notamment, c'est utilisé de voir c'est quoi les circulations que les gens faisaient dans les œuvres en ligne. C'est aussi quelque chose qui vient du milieu du game art, où on est obligé d'enregistrer une session de jeu avec quelqu'un, sinon on n'a pas du tout idée de ce que l'œuvre fait. Donc, on va faire des playthroughs sonore dans l'œuvre avec peut-être un point qui indique où la personne est rendue dans la ville. Nous allons bâtir un répertoire accessible en ligne où les contenus peuvent être expérimentés, mais sur un mode un peu comme d'une base de données. Donc, c'est vraiment, à notre avis, une solution qui est très pauvre d'un point de vue expérientiel. Ce n'est pas l'œuvre, vraiment, mais ça garde une trace. Et le fait de produire cette documentation-là, ça faisait partie des demandes officielles de la Ville de Montréal. Ils veulent absolument avoir ces choses-là pour garder une trace de l'œuvre, comme c'est une œuvre à durée de vie limitée. Finalement, ce qu'on appelle la demi-vie, c'est vraiment, c'est essentiellement de permettre le fonctionnement de l'œuvre dans un mode déprécié sans participation humaine à la scénarisation. L'idée ici, ce serait, si on est chanceux, si on n'a pas besoin vraiment de mettre trop d'argent dans les mises à jour, si nos développeurs logiciels avec qui on a une excellente relation, ceci dit, ont envie de de devenir philanthrope un peu, puis de prendre en charge minimalement les mises à jour, tout ce qu'on aura à payer, c'est un hébergement sur un serveur. Donc, potentiellement, on va essayer de continuer comme ça le plus longtemps possible. Finalement, notre scénario vraiment le plus intéressant, mais ça, la Ville ne le sait pas encore, mais c'est une nouvelle idée qu'on a eue, c'est ce qu'on appelle, on parlait de transfert communautaire ou de rachat populaire. C'est-à-dire que la Ville a commandé une œuvre qui a une durée de vie donnée sur 5 ans. C'est une œuvre, en fait, Cortège fonctionne beaucoup avec une implication assez grande des joueurs. Okay? Bon, j'appelle les participants, je les appelle joueurs. Je ne vous donne pas le détail de l'œuvre, mais on se rend dans des moments très particuliers de jeu en réalité alternée, qu'on appelle. Donc, les gens vont être sollicités, une fois qu'ils sont avancés dans le jeu, on a leurs informations personnelles, ils vont être sollicités, vont recevoir des paquets par la poste à la maison, vont devoir aller dans des commerces, prendre des choses. Il y a vraiment une sorte de stratégie d'engagement, c'est un terme qu'on utilise en jeu vidéo souvent, qui vont être mises en place. On espérait peut-être avoir une masse de joueurs avoir une bonne communauté de gens assez engagés pour éventuellement leur passer le ballon au terme des 5 ans. Donc, faire en sorte que les joueurs, en fait, ou les participants deviennent les custodians, caretakers de l'œuvre. Ça resterait l'œuvre de la Ville, mais ce serait ces gens-là qui l'opéraient, ce serait ces gens-là qui s'occuperaient de faire des scénarios, on leur donnerait accès complètement au back-end. Donc, et ces gens-là, en fait, ça serait probablement à eux de trouver un modèle économique pour le faire rouler de cette manière-là, mais on voudrait vraiment essayer de leur donner à la communauté. Alors oui, je me suis mis une note, c'est optimisme frôlant l'irréalisme, c'est probablement ça, mais parce qu'on est dépendant d'une participation très, très forte de gens très, très engagés, mais si, en plus du public de l'art contemporain, pour ce projet-là, on touche un public de gamers, entre guillemets, c'est des gens qui, des fois, ont ce niveau de dédication-là très, très intense par rapport à certaines expériences. Donc, on se croise les doigts. Voilà.